Je m'appelle Jack Dawes et je travaille comme gardien dans la forêt nationale d'Elkwood depuis 5 ans. Située dans la région sauvage et hostile du Montana, Elkwood s'étend sur plus de 2 millions d'hectares de nature intacte. C'est un endroit magnifique, mais dangereux pour les personnes non préparées. En tant que garde forestier, mon travail consiste à entretenir les sentiers, à informer les randonneurs, à veiller au respect des règles et à intervenir en cas d'urgence. J'ai grandi dans cette région et je connais ces forêts comme ma poche. Mon grand-père était également garde forestier. J'ai donc appris ce métier dès mon plus jeune âge. J'ai parcouru chaque sentier, gravi chaque sommet et passé la nuit dans chaque vallée. Dans les immenses limites d'Elkwood, il existe encore des endroits si reculés que peu de gens y ont jamais mis les pieds. Dans les profondeurs de cette terre sauvage, il est facile de disparaître si on ne la traite pas avec respect. Mon poste se trouve à l'entrée nord du parc. Ce n'est qu'une petite cabane équipée d'une radio, de cartes, d'une trousse de premiers secours et de suffisamment de provisions pour survivre si je me retrouve coincé. Chaque matin, je saute dans ma vieille Jeep poussiéreuse et pars en patrouille. À Elkwood, il n'y a qu'une poignée de gardiens répartis sur des milliers de kilomètres. Donc chacun d'entre nous couvre une immense superficie. Ma zone est le secteur nord-ouest, qui couvre des centaines d'hectares de terrain accidentés. Une journée type consiste à nettoyer les campings, entretenir les sentiers, aider les randonneurs en difficulté, surveiller les incendies ou les activités illégales et documenter la faune sauvage. Les ours et les lions des montagnes sont monnaie courante ici. Je suis donc toujours armé. Jusqu'à présent, j'ai eu de la chance et j'ai évité les rencontres rapprochées avec des animaux agressifs. Il n'y a pas beaucoup de dangers que je ne puisse affronter seul. J'apprécie la solitude ici, juste moi et la nature. Il peut s'écouler des semaines avant que je ne voie quelqu'un d'autre. La nuit, je dors souvent à la belle étoile plutôt que de retourner dans ma cabane. En regardant la voie d'eau lactée, je me sens petit, mais connecté à l'univers. Cette région sauvage a sa propre magie, que la plupart des gens ne remarquent pas dans leur agitation quotidienne. Ici, votre temps est soumis au rythme de la Terre. Mais le travail de gardien de parc n'est pas toujours tranquille. Des blessures, des décès et des disparitions surviennent lorsque les visiteurs commettent des erreurs stupides. J'ai sauvé ma part de touristes verts qui partent en excursion mal équipés. Et j'ai aussi trouvé des corps, des victimes de chutes, de noyades, d'attaques d'animaux ou d'hypothermie. C'est le côté sombre de ce travail. Avec le temps, cela devient épuisant de voir se dérouler des tragédies qui auraient pu être évitées. Mais cela me motive à sensibiliser les gens à la nécessité de respecter la puissance de la nature. Je pensais avoir vu tout ce que ces forêts pouvaient me réserver. Mais il y a quelques semaines, quelque chose m'a bouleversé au plus profond de mon âme. C'était une nuit calme pendant ma patrouille. Le croissant de lune éclairait faiblement les rangées infinies de pins tordus qui entouraient ma Jeep sur la route forestière, envahie par la végétation. J'avais allumé la radio qui diffusait doucement de la musique country, tandis que je rebondissais sur les bosses et que les phares traçaient leur chemin à travers la forêt sombre. En tant que gardien du parc dans ces contrées reculées, j'avais l'habitude de passer d'innombrables heures seul à patrouiller à la recherche de tout problème qui pourrait survenir. Mais malgré l'isolement, je me sentais calme et paisible dans cette forêt que je connaissais si bien. J'approchais de la fin d'un quart de travail de 8 heures sans incident. Mon partenaire Carl partageait habituellement ses longues de patrouille avec moi, mais il m'avait appelé pour me dire qu'il était malade. Cela ne me dérangeait pas du tout de rouler seul, mais le quart de nuit pouvait être épuisant lorsque la caféine cessait de faire effet. Je regardais ma montre. Il était 1h47 du matin, et bâillais. Bientôt, je pourrais retourner au poste de garde et me coucher. Cette nuit semblait se dérouler sans incident, exactement comme je l'aime.
J'étais sur le point de faire demi-tour lorsqu'un faible bruit, au loin, attira mon attention. Je baissai le volume de la radio et tendis l'oreille. Au début, il était à peine audible derrière. Je préparais mon fusil, mon scanner, ma lampe torche et ma trousse de secours. C'était un endroit effrayant, donc je ne pouvais pas être trop prudent. Mais mon intuition me disait que ce n'était pas un animal dangereux qui était responsable de tout cela. Je me suis rapidement dirigé vers l'endroit d'où provenait le dernier cri. En balayant la zone avec ma lampe, j'ai crié pour encourager. Il n'y a pas eu de réponse. Le faisceau n'a révélé aucun mouvement, ni aucune silhouette étrange. Je m'enfonçais de plus en plus dans les buissons, l'adrénaline pulsant dans mes veines. La forêt restait immobile, à l'exception des branches de conifères qui griffaient dans ma veste. Même les grillons s'étaient moqutus. J'ai minutieusement fouillé les lieux, sans trouver aucune trace d'êtres humains ou d'animaux. Une partie de moi refusait de croire que ces cris déchirants n'étaient que le fruit de mon imagination. Ils semblaient si vifs, si proches. Et pourtant, il n'y avait pas la moindre preuve. À contre-cœur, je retournai à la Jeep, juste au moment où le ciel commençait à se teinter des couleurs cramoisies des premières lueurs de l'aube. Ce qui avait poussé ces cris avait disparu sans laisser de traces, pour l'instant. Épuisé, je retournai à la gare. Tandis que le soleil apparaissait derrière les crêtes, je repassais sans cesse dans ma tête ces cris glaçants. Je connaissais chaque centimètre de cette forêt, mais je ne pouvais expliquer ce que j'avais entendu. Même si j'avais envie de mettre cela sur le compte d'une illusion auditive nocturne, mon instinct me disait de rester vigilant. Je décidai de retourner sur les lieux à pied après le lever du soleil pour poursuivre mon enquête. La lumière dorée du matin révéla des détails que ma lampe de poche n'avait pas permis de voir. Je remarquai immédiatement des traces dans les broussailles, comme si quelque chose de gros s'était frayé un chemin à travers. En m'agenouillant, j'ai remarqué plusieurs empreintes massives, profondément imprimées dans le sol meuble. Leur forme semblait humaine, mais elles étaient beaucoup plus grandes que celles d'un homme. En les mesurant avec une règle, j'ai estimé leur longueur à 16 pouces. Aucun animal connu ne laissait de telles empreintes. À proximité, un jeune arbre avait été soigneusement brisé en deux et couvert d'empreintes de griffes inhabituelles. Les feuilles et le sol portaient d'autres traces d'une lutte acharnée. Des morceaux de vêtements déchirés et ensanglantés étaient accrochés au mur. J'ai mis dans un sac un morceau de flanelle à carreaux, probablement arraché d'une chemise. Mais à part les empreintes de pas et les éraflures, je n'ai trouvé ni vêtements intacts, ni équipement de randonnée. Comme si celui qui était là avait disparu sans laisser de traces ou avait été enlevé. Cette pensée me donna des frissons. Malgré le soleil brûlant, ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas une illusion, pas avec des preuves aussi tangibles. Mais les conclusions étaient inquiétantes, voire incroyables. Je ne pouvais pas l'expliquer logiquement, peu importe combien de temps je restais là. En haussant les épaules, je suis retourné à la station pour contacter la station par radio et signaler l'incident, même si je doutais que quelqu'un me croie. De retour à la station des gardiens, j'ai décrit en détail ce qui s'était passé à mon supérieur, le gardien Jennings. Il m'a regardé d'un air sceptique, les bras croisés sur sa poitrine imposante. Je lui ai montré les empreintes que j'avais relevées, ainsi que la chemise déchirée. Il les a examinées rapidement avant de secouer la tête avec dédain. Sans vouloir te vexer, Jack, mais en travaillant seul, tu t'es probablement épuisé la nuit dernière. Dans la nature sauvage, l'esprit joue des tours quand on est fatigué. Ces empreintes pourraient appartenir à n'importe quel homme de forte corpulence. Et il arrive parfois que des morceaux de vêtements restent sur place. Quant aux cris que tu as entendus, nos oreilles captent parfois des bruits étranges qui semblent donner réels, mais je suis prêt à parier ma pension que tu les as imaginés. Nous n'avons jamais eu de problème avec les grizzlies ou les lions dans cette région, et il n'y a certainement pas de Bigfoot ici. Il éclata de rire tandis que je restais là,
l'air abattu. Je m'attendais à de la résistance, mais son mépris ouvert m'a mise en colère. Je savais ce que j'avais vécu, mais discuter ne ferait que me faire passer pour un fou. J'ai donc mordu ma langue lorsque Jennings m'a laissé partir en disant qu'il classerait le rapport comme « incident curieux », mais qu'il l'ignorerait pour le reste. Accablé, je me suis traîné jusqu'à ma cabane pour dormir un peu. Mais des questions inexplicables m'ont empêché de trouver le sommeil toute la journée. J'ai prié pour trouver des réponses, cette nuit-là, lors de ma prochaine patrouille, car mon intuition me disait que quelque chose de sinistre se cachait dans l'ombre et que ce n'était que le début. Le crépuscule tomba et après avoir rapidement mangé un morceau, je repartis en patrouille. J'étais impatient de vérifier l'endroit de la nuit dernière et de voir s'il y avait de nouveaux indices. Un sentiment d'inquiétude me rongeait et je ne parvenais pas à m'en débarrasser. La forêt semblait différente, presque, observatrice, tandis que mes phares fendaient de l'obscurité. J'ai failli sursauter lorsque la radio s'est mise à crépiter de manière inattendue. « Alors, Jack, tu as déjà vu quelque chose d'étrange là-bas » demanda la voix sarcastique et traînante de Karl. Les rumeurs concernant mon rapport farfelu s'étaient jaune et rapidement répandues. « Juste les bruits habituels de la nature sauvage, » répondis-je laconiquement. « Fais attention à ne pas tirer sur Sasquatch, » dit-il en riant avant de raccrocher. Je serrai le volant avec colère. Pourquoi personne ne me prenait au sérieux? Je n'étais pas un plouc enclin à des élans fantaisistes. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de trouver des preuves pour les faire taire une fois pour toutes. En approchant de l'endroit d'où provenaient les cris, j'ai éteint les phares et coupé le moteur. Alors que j'étais assis, tendant l'oreille, le même silence effrayant que la nuit dernière s'est abattu sur la forêt. Les poils de ma nuque se hérissèrent. Quelque chose n'allait pas. Je sortis de la voiture et balayai lentement les environs avec ma lampe torche. Seules les branches des pins se balançaient dans le faisceau lumineux. Je ne trouvais aucun indice, même après avoir fouillé minutieusement les environs en élargissant mes cercles concentriques. Un ululement de chouette m'a fait sursauter. « Reprends-toi » me suis-je dit. J'étais sur le point d'abandonner quand un faible cri a déchiré la nuit. Mon cœur s'est arrêté quand il s'est répété, le même cri prolongé qu'auparavant. Je me précipitai vers lui, les branches me fouettant le visage. Cette fois, le cri semblait beaucoup plus proche, mais aussi soudain qu'il avait commencé. Il s'interrompit et un silence de mort s'installa. Je m'arrêtai dans le lit boueux du ruisseau, haletant et tendant désespérément l'oreille. D'où venait-il? Comment quelque chose pouvait-il crier aussi fort, puis disparaître aussi rapidement? J'ai passé toute la semaine suivante à patrouiller dans la zone où j'avais entendu les cris. Je sortais le matin, l'après-midi et le soir, dans l'espoir de trouver la moindre trace de ce qui avait émis ces sons. Mais à chaque fois, je revenais bredouille, sans même une empreinte fortuite. Pendant la journée, je fouillais lentement et méthodiquement chaque recoin, retournant chaque pierre. Je connaissais ces bois comme ma poche, mais je ne trouvais rien d'inhabituel. La nuit, je restais assis pendant des heures, immobile, tendant l'oreille dans l'attente du moindre bruit. À part les grillons, les chouettes et les cerfs habituels, la forêt restait étrangement silencieuse. Mais des collègues gardiens ont commencé à dire que j'étais obsédé. Ils disaient mais que je courais après des fantômes, que je voyais des régularités, là où il n'y en avait pas. Mais je savais ce que j'entendais et ce que je ressentais. Il y avait quelque chose de dangereux dans ces bois, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'avais juste besoin de rassembler plus de preuves pour prouver que je n'étais pas fou. Mais les jours se transformaient en semaines sans aucune avancée notable. Je marchais jusqu'à avoir des ampoules aux pieds. J'écoutais jusqu'à ce que le battement de mon propre cœur remplisse mes oreilles. Mais chaque patrouille n'était qu'un exercice de frustration. Aucune trace, aucun tissu, aucune trace de sang ou autre indice n'apparaissait. C'était exaspérant.
j'ai commencé à craindre que la source de ces cris ait disparu pour toujours. Peut-être n'était-elle de passage et avait-elle quitté Elkwood. Mais mon intuition me disait toujours qu'une présence sinistre se cachait dans ces bois. Je devais simplement poursuivre mes recherches. Au fil des semaines, Carl et les autres gardiens sont devenus de moins en moins compatissants et de plus en plus méprisants à l'égard de mes efforts. Ils ont commencé à faire des remarques acerbes quand ils pensaient que je ne les entendais pas. Jack court encore après son ami imaginaire. On devrait peut-être l'inscrire chez un psy, a grogné Carl un matin lors d'une réunion. J'ai serré les dents et je l'ai ignoré. Plus tard, cependant, Carl est venu me voir avec un air satisfait. Pas de chance, tu n'as pas retrouvé Bigfoot aujourd'hui, Jack. Pourquoi ne te concentres-tu pas sur ton vrai travail et n'arrêtes-tu pas ces absurdités? Je me suis retourné brusquement. Je sais que vous pensez tous que je suis fou, mais je n'invente rien. Bon sang, j'ai entendu quelque chose là-bas. Je n'invente rien, Carl m'a pointé du doigt. Il n'y a rien à prouver, sauf que tu es fou. Il n'y a pas de monstres dans ces bois, sauf ceux qui peuplent ton esprit malade. Nous sommes restés là, à nous fixer du regard, jusqu'à ce que le garde forestier Jennings nous sépare. Je suis parti, bouillant de rage. Leurs paroles acerbes me brûlaient. Le doute s'est insinué dans mon esprit. Peut-être que je courais vraiment après des fantômes. Mais il me semblait que la seule façon de me réhabiliter était de trouver une preuve, quelle qu'elle soit, une fois pour toutes. Dans l'impasse, j'ai décidé d'étudier le folklore local à la recherche d'indices sur les créatures mystérieuses aperçues à Elkwood au fil des ans. Les légendes amérindiennes parlaient d'un homme sauvage et velu des forêts, appelé Sasquatch. Les récits anciens des pionniers mentionnaient des cris inexplicables pendant la nuit. Il y avait même eu quelques rapports récents de touristes ayant entendu des cris étranges et trouvé des traces étranges. J'ai interrogé plusieurs habitants âgés de la région, mais la plupart ont simplement rejeté ces récits comme étant des fantasmes. Un vieil homme nommé Walt affirmait que son oncle avait rencontré une énorme bête malodorante dans les années 1950. Son oncle en avait été tellement effrayé qu'il avait refusé de remettre les pieds dans la forêt. Walt m'a dessiné un croquis détaillé d'une créature simiesque mesurant plus de 2,40 mètres. Il m'a dit qu'elle poussait des cris à glacer le sang qui résonnait à des kilomètres à la ronde. J'ai ressenti un frisson en regardant ce dessin réaliste. Une telle créature pouvait-elle vraiment habiter ces forêts? La plupart des gens considéraient Man et Bigfoot comme un mythe, mais plusieurs témoignages m'ont amené à réfléchir à ce qui pouvait être possible au cœur de la nature sauvage. Mais les recherches n'ont pas abouti à des preuves tangibles, seulement à des histoires non confirmées. Mais elles ont montré que je n'étais pas le seul à avoir entendu des sons terrifiants et inexplicables. Quoi qu'il se cache là-bas, j'espérais pouvoir le documenter à l'aide des technologies modernes. Une preuve permettrait à la fois de résoudre ce mystère et de rétablir ma réputation. J'ai décidé d'équiper soigneusement cette zone de caméra capable de filmer de nuit. Si cette créature était principalement nocturne, des images prises dans des conditions de faible luminosité et activées par le mouvement pourraient la capturer en action. Je me suis rendu dans la forêt et j'ai caché plusieurs pièges photographiques camouflés en hauteur dans des arbres, offrant une large vue. Pour éviter tout vol, je n'ai parlé à personne de ce que je faisais. Pendant plusieurs semaines, je me suis rendu sur place tous les jours pour changer discrètement les cartes mémoire et les piles. Vérifier des semaines d'enregistrement était fastidieux, mais je les regardais attentivement chaque soir, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Sur plusieurs cartes, des branches avaient déclenché le mouvement, me donnant de faux espoirs. Mais visionnage après visionnage, je ne voyais qu'une forêt vide, sans silhouette ni bruits inexplicables. J'ai commencé à m'inquiéter que mon équipement ne soit pas parfait. Les caméras avaient une portée,
et une autonomie limitée. Peut-être que la créature les évitait d'une manière ou d'une autre, ou ne traversait cette zone que de temps en temps. Maintenant, ma fenêtre d'opportunité risquait de se refermer si elle s'était déplacée plus loin ou était devenue plus intelligente. Mais je ne pouvais pas surveiller toute la vaste forêt de cette manière. La prochaine nuit de pleine lune serait ma meilleure chance de le débusquer, et j'espérais que les caméras, installées aux bons endroits, finiraient même par enregistrer la preuve dont j'avais désespérément besoin. La nuit de la pleine lune, je suis resté collé à mon écran, espérant désespérément une percée. Plus tôt dans la journée, j'avais déplacé plusieurs caméras vers de nouveaux emplacements, maximisant ainsi leur couverture. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de quelques secondes d'enregistrement clair pour justifier ce que j'avais entendu et ressenti. Mais les heures passaient et rien d'autre que la faune nocturne habituelle n'apparaissait à l'écran. Vers 2 heures du matin, alors que l'activité des créatures atteignait son apogée, comme auparavant, plusieurs caméras se sont mystérieusement éteintes. Déçu, j'ai vérifié les batteries de secours et les connexions, mais je n'ai pas réussi à les faire fonctionner à nouveau. Les détecteurs de mouvement tombaient en panne les uns après les autres, comme si quelque chose les sabotait délibérément. Au lever du soleil, aucune caméra ne fonctionnait. Le visionnage répété des enregistrements n'a donné aucun indice, seulement plus d'obscurité vide. Quelque chose d'étrange avait provoqué une panne massive, mais le résultat final était une nouvelle impasse. J'ai pris cela comme un signe inquiétant que j'avais affaire à un adversaire rusé. Il ne serait pas facile de l'attraper avec des moyens conventionnels. Ma fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Le scepticisme des autres grandissait de jour en jour, sapant ma confiance. Bientôt, il ne resterait plus aucune piste à suivre. À l'approche de l'automne, je devais prendre les choses en main et affronter cette créature directement. Au diable les risques et les avertissements des autres. Les cris effrayants de la bête me hantaient, toujours. Cette nuit, je vais m'aventurer plus loin que jamais, seul sous la lune. D'une manière ou d'une autre, je trouverai les réponses que je cherche. Je n'ai parlé à personne de mon projet de partir seul dans les profondeurs de la forêt, à la recherche de réponses. Il m'aurait simplement traité d'imprudent et de suicidaire, peut-être l'étais-je. Mais l'envie de percer ce mystère était devenue une obsession à laquelle je ne pouvais plus résister. Je devais savoir ce qui rôdait dans ces bois. Ce soir-là, j'ai rempli mon sac à dos de provisions et d'armes. Par mesure de précaution, j'ai mis un traceur GPS dans ma chaussure. La lune éclairait mon chemin, tandis que je marchais en silence dans une contrée sauvage et insondable, où peu de gens s'étaient jamais aventurés. L'adrénaline bouillonnait dans mes veines. Des siècles semblaient s'être écoulés sous les vieux pins imposants. Le cri d'un hibou ou le bruissement d'une écureuil me faisait sursauter, mais aucun autre bruit ne venait troubler le silence. Finalement, je me suis arrêté dans une clairière baignée par la lune, à des kilomètres de tout sentier. Cela semblait être l'habitat idéal où une créature pouvait chasser. Je grimpais dans un sapin et attendis, scrutant le moindre mouvement à travers la lunette de mon fusil. Les heures passaient sans aucune activité notable. Mais juste au moment où je commençais à perdre espoir, un cri lointain déchira le silence. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'il s'est répété, plus proche cette fois. Maintenant. Soudain, la forêt s'est plongée dans un silence de mort. Je me suis préparé à l'affrontement, tandis que la lune éclairait la clairière. Puis, une silhouette sombre est apparue à la lisière des arbres. J'en ai eu le souffle coupé. Trop grande pour être un animal ordinaire, elle était couchée sur le sol, me regardant droit dans les yeux, qui brillaient. L'adrénaline a envahi mes sens. La créature restait accroupie à la lisière de la forêt, ses yeux reflétant la lumière de la lune comme deux phares malveillants dans l'obscurité. Elle était couverte d'une fourrure hirsute, avec des membres puissants et une silhouette simiesque. Je me suis figé,
n'osant pas bouger tant que son regard était fixé sur moi. Lentement, elle a commencé à ramper à quatre pattes vers la clairière baignée par la lune. Il avançait d'un pas mesuré et furtif qui me glaçait le sang. Pas à pas, il se rapprochait du pin sur lequel j'étais assis. Reniflant l'air, je levai mon fusil, le fixai sur une branche et visai la silhouette massive de la bête. Mon doigt tremblait sur la gâchette, mais j'hésitais à tirer. La créature n'était plus qu'à 30 mètres de moi, au pied du pin. Elle se dressa sur ses pattes arrière, atteignant une hauteur d'au moins 8 pieds. Tournant son énorme tête d'un côté à l'autre, il scrutait attentivement les branches des arbres. Un grondement sourd s'échappa de sa gorge et j'entendis ses griffes racler l'écorce. Le monstre savait clairement que j'étais là, mais il ne parvenait pas encore à déterminer ma position exacte. Soudain, il recula et poussa un rugissement qui fit trembler le sol. Le son ressemblait à un mélange entre un ours enragé et un cri simiesque. Il résonna à des kilomètres à la ronde dans la forêt. J'ai dû me boucher les oreilles, tant c'était assourdissant. La créature rugissait encore et encore, faisant trembler tout l'arbre. C'était clairement un défi, destiné à me faire sortir de ma cachette. Réalisant que j'étais piégé, je cherchais désespérément un moyen de battre en retraite. À environ 50 mètres, à ma gauche, une branche solide s'étendait depuis le pin voisin, sur une distance qui semblait pouvoir être franchie d'un bond. Si seulement j'avais pu trouver le courage de le faire. Dès que les rugissements cessèrent enfin, je commençai à avancer sur la branche tremblante, le fusil attaché dans mon dos. Au moment où je m'apprêtais à sauter, la branche craqua bruyamment. La tête de la bête se tourna brusquement vers moi. Nos regards se croisèrent un bref instant, et je vis une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Je sautai juste au moment où sa patte griffue balaya l'endroit où j'étais assis quelques instants auparavant. Elle manqua sa cible de quelques centimètres, arrachant l'écorce qui éclata derrière moi. Je me suis écrasé douloureusement sur la branche voisine, essayant de me redresser. Derrière moi, la créature a rugi de rage d'avoir perdu sa proie. Sans hésiter, elle s'est agrippée au tronc et a commencé à grimper à une vitesse effrayante. Je me suis retourné et j'ai couru pour sauver ma vie, sautant sauvagement de branche en branche parmi les pins. J'entendais le monstre se frayer un chemin à travers les arbres à quelques mètres derrière moi. L'adrénaline coulait dans mes veines pendant que je m'enfuyais. Soudain, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé de la branche, heurtant violemment le sol forestier. J'ai eu le souffle coupé et ma cheville s'est tordue douloureusement lors de l'impact. À bout de souffle, j'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette sombre dévaler le tronc droit vers moi. Je me suis retourné sur le dos, juste au moment où elle atterrissait, là où j'étais tombé, enfonçant ses griffes dans le sol. Nous étions maintenant face à face. La créature se penchait sur moi et respirait bruyamment. Son souffle chaud m'a envahi et j'ai senti son odeur âcre et animale. Il a ouvert la gueule, dévoilant de longues canines jaunes. Il n'y avait ni pitié ni humanité dans ses yeux, alors qu'il se préparait à tuer. C'était un prédateur suprême qui n'aurait aucune pitié pour moi. Quand il s'est levé pour me frapper de ses griffes recourbées, j'ai désespérément saisi mon fusil et lui ai tiré à bout portant dans la poitrine. Le coup de feu a résonné dans la forêt et la créature a reculé en titubant, hurlant de douleur. Du sang noir jaillit de sa blessure, mais contre toute attente, il resta debout. Secouant violemment la tête, je tirai 2 autres coups, l'atteignant à l'épaule et au cou. Les balles semblèrent ne faire qu'exaspérer davantage ce géant. Je compris que je ne pouvais pas venir à bout de cette masse et de cette puissance monstrueuse. Quand il s'est à nouveau penché sur moi pour porter le coup fatal, j'ai fermé les yeux et me suis préparé à rencontrer ma fin. Soudain, un chœur de cris lointains s'est fait entendre. La créature s'est arrêtée et a regardé nerveusement autour d'elle.
De nouveaux cris effrayants ont retenti de différents côtés de la forêt. C'était maintenant au tour du monstre de paraître paniqué et désorienté. Profitant de cette distraction, je me suis désespérément éloigné de la créature, entraînant ma jambe blessée. La bête m'a regardé, hésitante, indécise. Finalement, elle s'est retournée et s'est précipitée à quatre pattes vers les cris, disparaissant rapidement dans la forêt. Je restais allongé là, abasourdi, incapable de croire que j'avais été sauvé. Les cris s'éteignirent et bientôt, le silence revint dans la forêt. La créature était partie, du moins pour le moment, mais il ne faisait aucun doute que d'autres de ses congénères se cachaient ici. Je devais me rendre dans un endroit sûr et prévenir les gens avant qu'ils ne reviennent pour m'achever. Serrant les dents de douleur, je boitillais dans la direction d'où je venais. Chaque pas était douloureux, mais je n'osais pas m'arrêter. La nuit semblait encore plus sombre et menaçante après ma rencontre. Je fus soulagé lorsque la clairière réapparut dans mon champ de vision. Mais au moment même où j'approchais de la lisière des arbres, un rugissement retentit derrière moi, faisant trembler le sol. Je me suis retourné et j'ai vu la créature surgir des buissons, fonçant sur moi à quatre pattes. Du sang coulait encore de ses blessures, mais sa rage était indomptable. Je levai mon fusil et tirai à l'aveuglette avec les cartouches qui me restaient, tandis qu'il fonçait sur moi. Les balles frappèrent son épaisse peau et son torse, mais elles ne ralentirent de guère la bête déchaînée. Désespéré, je me retournai et rampai vers les arbres aussi vite que ma jambe blessée me le permettait. Ses pas lourds se rapprochaient, la terre tremblait sous son poids. Je sentais son souffle furieux sur mes talons lorsqu'il a bondi. À la dernière seconde, je me suis précipité en avant, hors de sa portée, et je me suis effondré lourdement sur le sol. La créature a percuté violemment les arbres juste derrière moi. Je l'ai entendu rugir de douleur et de rage. En me retournant, je l'ai vu recroqueviller au pied d'un pin, secouant la tête, perplexe. Mon dernier tir sauvage avait dû l'assommer, mais ce n'était qu'une confusion passagère. Ignorant la douleur brûlante, je me suis relevé et j'ai boité dans l'obscurité de la forêt. Derrière moi, j'entendais des bruits. La créature reprenait ses esprits et détruisait les arbres dans sa rage. Mais j'avais gagné un peu de temps. À présent, pas après pas, je reculais, mobilisant toutes mes forces pour sauver ma peau. La lueur de l'aube dans le ciel devant moi me poussait à avancer. Tout mon corps me faisait souffrir après cette nuit, mais je n'avais pas le temps de me reposer. Je savais que ces créatures traquaient probablement leur proie grâce à leur odorat aigu. Mon seul espoir était de leur échapper avant qu'Elar ne me retrouve. Je choisis une direction au hasard et boitillai aussi vite que mes jambes fatiguées me le permettaient. L'air froid du matin me brûlait les poumons et ma cheville foulée me faisait souffrir le martyre. Mais la peur me poussait à continuer. Je me trouvais en territoire inconnu, à des kilomètres du sentier ou de la route le plus proche. Néanmoins, aller dans n'importe quelle direction semblait plus sûr que d'attendre que ces créatures repèrent à nouveau mon odeur. J'ai escaladé des troncs d'arbres tombés et traversé à gué des ruisseaux glacés, les utilisant pour dissimuler mon passage. Au-dessus de moi, les pins s'animaient du chant des oiseaux. Même si je craignais toujours le moindre bruit, la forêt ne me semblait plus aussi calme et paisible maintenant que je savais ce qui se cachait dans ses profondeurs. Je continuais à regarder derrière moi, craignant de voir ces bêtes me poursuivre. Mais, pour l'instant du moins, il semblait que j'avais réussi à m'échapper sans être remarqué. Après 2 heures, titubant, je me suis finalement effondré sur un rocher, à bout de souffle. Ma montée d'adrénaline était passée, et ma cheville foulée et mon corps meurtri réclamaient du repos. Du repos. J'ai cherché la radio à tâtons, les mains tremblantes. Ici le gardien Jack Dawes, je demande une évacuation immédiate.
Seul un sifflement statique me répondit. Je vérifiai mon GPS et jurai. Le signal ne pouvait pas pénétrer aussi profondément dans cette vallée inexplorée. L'hélicoptère ne viendrait pas me chercher. J'étais seul, vraiment seul. J'ai évalué mes maigres chances de survie. J'avais couru tout droit en descendant la pente, donc en suivant le ruisseau, je devais en théorie finir par sortir de là. Mais cela pouvait prendre plusieurs jours de marche, à ciel ouvert, vulnérable aux éléments et à ses prédateurs mortels. Je pouvais aussi essayer d'attendre les secours avec ma radio, mais il semblait peu probable que quelqu'un se mette rapidement à ma recherche. Alors que je réfléchissais à la suite, la forêt fut soudainement plongée dans un silence inquiétant. Les oiseaux qui gazouillaient et les insectes qui bourdonnaient se turent. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit du ruisseau et ma propre respiration paniquée. Un frisson me parcourut. Quelque chose était là, tout près, et observait chacun de mes mouvements. Je levai prudemment les yeux et remarquai que les pins quelques de mètres derrière moi tremblaient. Les cimes des arbres se sont balancées et des aiguilles sont tombées. Puis j'ai vu une grande silhouette sombre passer d'un tronc à l'autre, me poursuivant. Elle se déplaçait parallèlement à mon chemin, utilisant son avantage en hauteur pour me traquer. Mon seul avantage était qu'elle ne pouvait pas déterminer ma position avec précision tant que je restais sous les pins. Je me suis levé avec difficulté et j'ai continué à longer le ruisseau en essayant de rester à couvert. À présent, la discrétion était primordiale. La créature me suivait patiemment, me poussant toujours plus loin dans son territoire. Bientôt, le ruisseau glacé se précipita d'une corniche rocheuse, me forçant à revenir sur la terre ferme. Avec une horreur grandissante, je compris que j'avais été habilement attiré dans un canyon dont il n'y avait qu'une seule sortie. J'étais acculé et je n'avais plus aucune option. À ce moment-là, un hurlement grave résonna dans le ravin. La créature avait attrapé sa proie. Je cherchais fébrilement du regard un abri possible et aperçus une vieille cabane en bois adossée à la paroi du canyon. Je traversai désespérément l'espace ouvert et découvris que la porte n'était pas verrouillée. L'intérieur était ordinaire et sentait le renfermer, mais c'était une forteresse comparée à la forêt ouverte à l'extérieur. Des pas lourds ont encerclé la cabane, réveillant une peur primitive. J'ai rapidement barricadé la porte avec une table lourde et bloqué la fenêtre avec des meubles. Mais le bois pourri et le verre ne résisteraient jamais à une attaque déterminée. Réalisant cela, j'ai attrapé un couteau de chasse rouillé sur la cheminée. C'était une mauvaise défense contre de telles créatures, mais mieux que rien. J'ai pensé à sortir par la porte arrière et à descendre le canyon pour prendre de l'avance. Mais j'étais trop lent et trop épuisé pour distancer la créature à pied. Ma meilleure et seule option était de me barricader et de prier pour que la cabane me protège jusqu'à l'arrivée des secours. Mais même cet espoir était faible, alors que la vieille construction craquait. Dehors, ses pas lourds tournaient en rond, affamés. Bientôt, il perdrait patience et démolirait cette fragile cabane, déchaînant sa rage primitive sur moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était me baisser pour ne pas être vu et me préparer à l'inévitable confrontation. Un coup violent sur le toit fit tomber de la poussière. Des bruits sinistres de grattement se faisaient entendre de tous les côtés de la cabane, tandis que des pattes griffues testaient de la solidité des murs et des fenêtres. Puis, le verre éclata à l'intérieur lorsqu'un poing le brisa. Je tombai au sol lorsque les éclats volèrent, écoutant cette main tâtonner à la recherche du verrou bloqué par la table que j'avais poussée. La créature en colère rugit et se jeta contre la porte barricadée, mais le meuble solide l'empêcha d'entrer. Furieux de ne pas avoir pu atteindre facilement sa proie, la bête a commencé à déchirer le toit et les fenêtres restantes, détruisant tout ce qu'elle pouvait atteindre. La cabane tremblait sous cette pression. Je savais que dès que cette vieille porte céderait, mon sort serait scellé.
La faible lame dans ma main n'offrait qu'un maigre réconfort quant au choix de la manière dont je mourrais dans ces derniers instants désespérés. Alors que je rampais vers le coin le plus éloigné, ma main but contre quelque chose de dur sous la couverture, rongée par les mites. Un fusil de chasse. Je chargeai rapidement 2 cartouches et en insérai une dans la chambre. Le rugissement de la bête était assourdissant, entre chaque coup violent contre les murs de la cabane. À tout moment, ses griffes pouvaient enfin percer et s'enfoncer dans ma chair fragile. Mais je n'avais pas l'intention de me rendre sans combattre. Une main velue a brisé la fenêtre latérale. Quand elle s'est tendue vers le loquet, j'ai levé le fusil de chasse et j'ai tiré à bout portant sur ce membre. Un hurlement furieux a secoué la cabane. Du sang noir a éclaboussé les murs pendant que j'enfonçais une autre cartouche vers la porte d'entrée. Les griffes déchiraient furieusement le bois noueux. Je tirai à nouveau à travers la fenêtre brisée, repoussant temporairement le monstre. Mais les tirs audacieux ne firent qu'exaspérer davantage la bête, mais cette sensation éphémère de puissance valait mieux que de rester prostré, impuissant. Cependant, mes munitions limitées signifiaient que la créature avait tout le temps nécessaire pour pénétrer à l'intérieur. Tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer à affronter ma fin avec un dernier acte de désobéissance vaine. Je rechargeai le fusil de chasse avec des mains tremblantes, attendant la dernière attaque qui me mettrait en pièces. La cabane était parfaitement silencieuse, à l'exception des battements de mon cœur. Soudain, j'entendis des pas lourds s'éloigner de la porte de la cabane. Avais-je sérieusement blessé la créature? Ou l'avais-je tellement énervée qu'elle avait battu en retraite? Je m'approchai prudemment de la fenêtre brisée et jetai un coup d'œil vers la lisière des arbres. Une silhouette imposante s'y tenait immobile, observant attentivement la cabane. Du sang séché maculait la fourrure autour de son épaule, là où je l'avais touchée. Les yeux de la bête brillaient de rage et de faim. Je fouillais chaque recoin de la cabane en ruine, à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait m'aider à survivre. Mais à part le fusil de chasse, désormais vide, il n'y avait rien d'autre à cet endroit. Il était impossible de s'échapper par la porte ou les murs endommagés. Mon seul espoir était que la créature finisse par se désintéresser de moi, mais sa persévérance rendait cela peu probable jusqu'à présent. Désespéré, je me suis laissé tomber contre le mur du fond. Mais là, ma main a trouvé une fente derrière une bibliothèque bancale. En la poussant, j'ai découvert un trou sombre, une sorte de vieux tunnel. Impossible de dire où il menait, mais n'importe quel endroit semblait préférable à rester ici en attendant qu'on m'achève. Je me suis faufilé à 4 pattes dans le passage étroit et claustrophobe, ma lampe de poche éclairant à peine plus de quelques mètres devant moi. Derrière moi, la bibliothèque avait partiellement repris sa place, cachant cette voie de retraite. Je rendis mentalement grâce pour ce salut, aussi précaire fut-il. Puis, je rampais à l'aveuglette vers l'inconnu. Des pierres pointues me déchiraient dans les genoux et les mains, tandis que je rampais sans but. Ma lampe torche n'éclairait que la prolongation infinie du même vide noir et étroit. L'air était mort et vicié, dépourvu de vie. Mais tout valait mieux que d'être mis en pièces dans cette cabane. De temps en temps, je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, tendant l'oreille à l'affût du moindre bruit de poursuite. Mais je n'avais pour seule compagnie que les battements de mon cœur et le bruissement des insectes. L'obscurité totale et la claustrophobie menaçaient donc de me briser l'esprit. Néanmoins, je continuais à ramper, priant pour que ce chemin me mène au salut. Soudain, un rugissement assourdissant retentit juste derrière moi. Pris de panique, je continuais à ramper, m'attendant à tout moment à être arraché du tunnel par ses griffes impitoyables. Mais le passage étroit empêchait la bête d'atteindre sa proie. Pour la première fois, ce passage étroit m'offrait une protection plutôt qu'un piège. La créature se débattait et rugissait de rage.
Incapable d'atteindre sa proie, acculée, elle ne pouvait que claquer des dents avec colère et agripper l'air de ses griffes, sans trouver de prise. Désespéré, je rampais jusqu'à ce que le rugissement s'éteigne. Mais je savais que la bête s'était probablement simplement retirée à l'extérieur pour monter la garde jusqu'à mon retour. Il n'y aurait pas d'échappatoire facile. J'ai rampé sur mes genoux, ensanglanté, pendant ce qui m'a semblé être des kilomètres, m'attendant à ce que mon chemin soit bloqué. Mais par miracle, le tunnel étroit restait à peine praticable. La partie étroite s'est effondrée autour de moi, me serrant douloureusement le torse. Des pierres de pointu s'enfonçaient dans mes côtes, tandis que je luttais pour avancer. N'ayant pas d'autre choix, je me suis désespérément agrippé aux débris friables, m'écorchant les ongles et les doigts jusqu'au sang. Chaque petit mouvement était douloureux. Les pierres me raclaient les côtes. Mais centimètre par centimètre, j'ai finalement réussi à me libérer. Après ce qui m'a semblé être des heures de torture, je me suis retrouvé allongé, haletant, derrière les décombres, presque brisé. La tentation d'abandonner et de me reposer était irrésistible, mais j'ai forcé mon corps meurtri à continuer. Les kilomètres de claustrophobie semblaient interminables. À certains moments, j'avais l'impression que l'air se raréfiait et que j'allais être enseveli vivant sous les décombres. Mais finalement, comme par miracle, le tunnel a commencé à monter. L'air frais a touché mon visage à la place de l'humidité moisie. Rassemblant mes dernières forces, j'ai grimpé sur un éboulis de gravats. Soudain, ma main a atteint la surface, l'air libre. Je me suis traîné dehors et je me suis effondré sur la pente rocheuse, ébloui par les rayons obliques du soleil qui traversaient tôt les pins. Il était déjà tard dans la soirée. D'une manière ou d'une autre, j'avais traversé la montagne sous terre et j'étais sorti à des kilomètres de l'endroit où j'étais entré. J'étais gravement blessé, couvert de bleu et complètement épuisé. Mais j'avais miraculeusement survécu dans le tunnel et échappé à la bête. Des larmes coulèrent sur mes joues sales à cette pensée. Je ne voulais pas bouger de cet endroit, satisfait de simplement m'allonger et de respirer l'air doux. Mais je savais que je devais encore trouver une issue à cette forêt avant la tombée de la nuit. J'ai forcé mon corps épuisé à se relever. Rester ici à découvert aurait été suicidaire si cette créature était venue me chercher. J'ai descendu la pente en boitant, à la recherche d'un refuge. J'ai erré pendant 1 heure sur les pentes de cette région sauvage, à la recherche de quelque chose de familier. Juste au moment où la panique commençait à m'envahir, pensant que j'étais irrémédiablement perdu, j'ai remarqué une marque effacée sur le sentier. C'était l'ancien sentier de Lone Lake que j'avais emprunté 1000 fois. J'ai failli crier de soulagement et de joie. Ce sentier battu descendait progressivement sur plusieurs kilomètres. Je me suis mis en route aussi vite que mes jambes me le permettaient, touchant d'une main les marques sur les arbres. Elles étaient des phares d'espoir qui me guidaient vers un endroit sûr. Plus tard, le soleil perçait à travers la cime des arbres, éclairant mon chemin. Je me suis arrêté à un virage pour boire dans un ruisseau glacé. Dans le silence qui s'était installé, j'ai tendu l'oreille. Seul un léger vent soufflait dans les sous-bois. La créature ne me poursuivait pas, du moins pour l'instant. J'ai continué mon chemin sur le sentier sinueux. Finalement, le soleil s'est couché derrière la crête, plongeant la forêt dans l'ombre. J'étais complètement épuisé. Je ne pouvais plus marcher. Trébuchant à l'aveuglette dans l'obscurité, mes jambes blessées et mes muscles crispés réclamaient du repos. Le sentier m'a conduit à un grand chêne aux branches basses. Je me suis hissé prudemment vers le haut et me suis glissé entre 2 grosses branches. Là, je serais à l'abri des regards et protégé des attaques sur 3 côtés. C'était risqué, mais beaucoup plus sûr que de dormir sans défense sur le sol. Alors que je m'attachais avec ma ceinture, un hurlement lointain et lugubre résonna dans les arbres,
me hérissant le poil. La créature était toujours là, quelque part, probablement à ma recherche. Je doutais l'avoir vue pour la dernière fois, mais j'étais maintenant trop épuisé pour ressentir autre chose qu'un soulagement stupide d'être arrivé aussi loin. Mes paupières se sont fermées d'elles-mêmes. Je n'avais jamais été aussi heureux de dormir. Demain, je parcourrai les derniers kilomètres qui me séparent d'un endroit sûr, quoi qu'il m'en coûte. L'aube m'arracha à un sommeil agité. Chaque centimètre de mon corps hurlait de douleur lorsque je descendis de l'arbre. Mais l'appel de la maison me poussait à avancer. Kilomètre après kilomètre, je boitillais sur le sentier sinueux, tandis que le soleil montait dans le ciel derrière moi. En milieu de matinée, j'atteignis un territoire familier près de la station des gardiens. Des larmes de soulagement jaillirent lorsque les bâtiments en bois apparurent dans mon champ de vision. Je boitillais sur la dernière partie du trajet et m'effondrais sur la balustrade du porche, battu et en piteux état. Mon uniforme déchiré et mes cris désespérés ont fait sortir les autres gardiens. Je pouvais à peine articuler une explication des horreurs que j'avais vues, mais je les suppliais désespérément d'envoyer des hommes armés pour traquer la bête et sauver tous les survivants possibles. Ils me regardèrent avec scepticisme, mais m'aidèrent à entrer dans l'infirmerie. J'étais délirant de fatigue et de traumatisme, mais j'étais déterminé à leur faire comprendre la menace avant qu'il ne soit trop tard. Après un long repos, j'ai raconté toute mon histoire au gardien Jennings dans son bureau. Il m'a écouté, le visage impassible, les bras croisés. Quand j'ai eu fini, il a secoué la tête avec colère. Vous rendez-vous compte du temps et de l'argent qui ont été dépensés pour vous rechercher ces derniers jours. Et maintenant, vous revenez avec ces sornettes? Même si aucune preuve de tes affirmations n'a été trouvée, je t'avais prévenu de ne pas y aller seul. On dirait que tu t'es simplement perdu et que tu as perdu tes repères, là-bas, tout seul. Je lui ai montré mes blessures et j'ai insisté pour que nous y retournions tant que les traces étaient encore fraîches. Mais il a refusé de risquer de nouvelles ressources pour ce qu'il considérait comme une chasse aux fantômes. Nous avons vivement discuté, mais il était resté inflexible. Il m'a envoyé en congé pour que je mette de l'ordre dans mes idées. Mon moral est tombé quand j'ai réalisé que j'étais toujours seul dans cette lutte, même si j'avais frôlé la mort. Les jours suivants, je me suis reposé et j'ai soigné mon corps meurtri. Mais mentalement, je devenais de plus en plus agité. Enfermé, je savais que chaque jour qui passait détruisait les preuves dans l'antre de la créature. Jennings avait clairement fait comprendre que personne n'enquêterait sur mes déclarations. Mais je ne pouvais pas laisser cette affaire en suspens. Cela ne ferait qu'encourager la bête à tuer à nouveau, en toute impunité. Je devais trouver des preuves irréfutables, telles qu'un corps, des écailles, de la fourrure ou de l'ADN, pour convaincre les autres de me croire. Mon journal contenait des cartes détaillées, des repères qui pouvaient me ramener là-bas. Personne ne pourrait nier de manière crédible des preuves de matériel. Une fois que je les aurais en ma possession, je pourrais rassembler une équipe de chasseurs pour neutraliser la menace. Le temps était compté, mais l'inaction ne ferait que garantir une nouvelle attaque sanglante. J'avais survécu. Mon devoir était désormais d'empêcher de futures tragédies. Une semaine plus tard, après avoir repris un peu de force, je me suis à nouveau adressé aux gardiens. J'ai tenté de faire appel à leur courage pour organiser une expédition vers le repère de la créature, mais personne n'a même voulu envisager cette idée. Ils m'ont cherché pendant plusieurs jours et sont revenus bredouilles. La plupart pensaient que je souffrais simplement de délire post-traumatique. Carl s'est emporté contre moi. Nous n'allons pas risquer nos vies pour une autre de tes fantaisies sur Bigfoot. Il n'y a pas de monstre là-bas. Tu as simplement craqué sous la pression, seul dans la forêt. Demande de l'aide et continue à vivre avant de causer la perte de quelqu'un d'autre. Je me suis défendu avec passion, mais je n'ai pas réussi à les convaincre. Un jeune gardien nommé James m'a pris à part plus tard.
Je veux te croire, Jack, mais tu dois admettre que sans preuve, ça semble farfelu. Apporte-moi une preuve tangible, et je t'aiderai à convaincre les autres. » Ces paroles sont restées gravées dans mon esprit. J'étais seul, tant que je n'avais pas trouvé de preuves tangibles, et ma marge de manœuvre se réduisait rapidement. Chaque jour qui passait rendait de moins en moins probable que je puisse trouver le repère de la créature. Mais je devais tenter un dernier effort désespéré pour me racheter, pour en finir et pour éviter de futures victimes innocentes. La bête était réelle et la menace persistait. Je ne pouvais pas simplement partir maintenant, en toute conscience, quels que soient les risques ou le prix à payer. Ayant échoué à former une équipe de chasseurs, tout le poids de l'arrêt de cette créature reposait sur mes épaules. J'ai passé plusieurs jours à rassembler l'équipement et les provisions nécessaires pour une longue mission en solitaire. J'ai nettoyé et lubrifié mon fusil en veillant à emporter suffisamment de munitions. Une large machette et un couteau de chasse constitueraient ma dernière ligne de défense à courte distance. Mes provisions comprenaient de la viande séchée, des noix, des fruits et un purificateur d'eau. Mon sac à dos contenait également des grenades éclairantes et assourdissantes afin de créer la confusion et de détourner l'attention si nécessaire. J'ai étudié à plusieurs reprises les cartes approximatives de la forêt dans mon journal afin de mémoriser l'itinéraire menant à la tanière de la créature. Cela allait nécessiter de parcourir de nombreux kilomètres hors des sentiers battus, sur un terrain accidenté, mais j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir des preuves de solide ou détruire ce monstre avant qu'il ne puisse tuer à nouveau. La nuit précédant mon départ, je suis resté éveillé pour finaliser mon testament. Je ne me faisais aucune illusion. Si la bête ne me tuait pas, la nature sauvage et hostile pourrait facilement m'ôter la vie là-bas, seul. Mais, ayant survécu au premier round, j'étais sûr de pouvoir tenir bon. Et détruire cette créature serait un objectif noble pour lequel je serais prêt à mourir si le destin l'exigeait. Il m'a fallu 2 jours de marche épuisante pour retrouver la clairière, où j'avais vu la créature pour la première fois. Les sentiers sinueux tracés par les animaux et le paysage changeant rendaient de la recherche difficile. Mais j'ai finalement atteint le terrain découvert familier, le cœur battant d'impatience. Les restes du cadavre mutilé du cerf gisaient toujours à la lisière des arbres, attirant les mouches. Je m'approchais prudemment, mon fusil à la main. La créature était revenue ici au moins une fois depuis notre rencontre. Elle se cachait toujours dans les environs, j'en étais sûr. Mais où se trouvait exactement son repère? En examinant le périmètre de la clairière, je remarquai une zone de sous-bois inhabituellement piétinée. En m'y frayant un chemin, je découvris de faibles traces. Continuant à descendre la pente, je les suivis à travers la forêt de plus en plus dense, jusqu'à ce que le sol devienne rocailleux et accidenté. Au sommet, un rebord rocheux dépassait de la pente de la montagne. En dessous, on pouvait voir l'ouverture noire d'une grotte, un refuge caché idéal. Je m'approchais lentement, tous mes sens en alerte. La cavité rocheuse s'enfonçait dans la montagne, engloutie par l'obscurité. L'odeur qui s'en dégageait me retournait l'estomac. Un mélange d'abattoir, de sang, de décomposition et de musc. Des os et des lambeaux de vêtements étaient éparpillés à l'entrée, parmi des traces de griffes. J'ai failli vomir quand j'ai compris que j'avais trouvé le repère de la créature. Prenant mon courage à 2 mains, je me glissai à l'intérieur, ma lampe torche à la main. Le faisceau éclaira une scène cauchemardesque. Des squelettes mutilés et des carcasses à moitié dévorées jonchaient toute la longueur de la large caverne. Certains semblaient datant de plusieurs mois, voire plusieurs années, tandis que d'autres avaient donné l'air étrangement frais. Les restes démembrés confirmèrent dans mes pires craintes. On ne saura jamais combien de victimes ont été faites au cours des décennies. Avec une curiosité malsaine, je documente cette scène horrible
recueillant les preuves dont j'ai besoin pour convaincre les autres de la réalité de cette menace. Après avoir rassemblé autant de preuves photographiques que possible, je me suis retourné pour quitter cette grotte cauchemardesque. Mais à l'entrée, je me suis figé. Une paire d'yeux brillants bloquait la sortie, surplombant une silhouette massive. Ma lampe torche a éclairé ses crocs ensanglantés. Alors que la créature se cambrait et se tendait pour attaquer, j'ai brandi mon fusil en hurlant sauvagement, et j'ai tiré à bout portant sur la bête. Elle a reculé en rugissant furieusement, griffant l'air devant elle. Ma balle semblait à peine avoir percé son épaisse peau. À une vitesse effrayante, il se précipita vers moi et me fit lâcher mon fusil. La force du choc me fit tomber à terre. Étourdi, je tendis désespérément la main vers ma machette, tandis que la créature se tenait au-dessus de moi, prête à déchiqueter mon corps, sans défense. Avec un cri, je brandis la lame de toutes mes forces et la plantai dans la patte de la bête. Hurlant, elle bondit en arrière, me laissant une seconde pour attraper le fusil tombé et me précipiter au fond de la grotte. Mais ce n'était qu'un sursis avant ma mort. Maintenant, cette bête allait me déchiqueter. Ici, en bas, seul, je m'étais simplement piégé moi-même. J'avais invité la mort. Je grimpais par-dessus les cadavres et les os, cherchant désespérément une issue ou une arme. Dans l'obscurité, la créature grognait, à quelques pas derrière moi. Malgré mon avance dans le labyrinthe de tunnels, je faisais demi-tour, me heurtant à des impasses partout où je rampais. Finalement, il m'a acculé dans un coin près d'un mur de pierre, profondément sous terre. Derrière moi, il n'y avait qu'une pierre infranchissable. Devant moi, la bête avait coupé tout espoir de salut. Il semblait se délecter de mon désespoir après que j'eus envahi son territoire et l'eus échappé tant de temps. Maintenant, enfin, sa proie était à sa merci. Piégé et totalement impuissant, cette créature pouvait prendre son temps pour assouvir sa vengeance par une violence lente et sauvage. Je levai mon couteau dans une pitoyable tentative de défense, prêt à mourir au combat. La bête tendit ses puissantes pattes pour bondir et me mettre en pièces. Je regardais dans ses yeux impitoyables, essayant de rassembler le peu de courage qui me restait pour ces derniers instants. Mais tout ce que je ressentais, c'était une terreur primitive. Voyant la mort foncer sur moi, je me suis préparé désespérément à une agonie déchirante, si loin de la lumière. Soudain, une salve de coups de feu a retenti, résonnant dans la grotte. La créature s'est arrêtée, déconcertée, tandis que les balles faisaient jaillir des étincelles de la roche autour d'elle. Derrière moi, j'entendis des cris et vis des faisceaux de lumière aveuglants. Incrédule, je me retournai et vis le gardien, Jennings, Carl et 2 autres personnes, en tenue tactique, entrer dans la grotte, armes liées à la main. « À terre, Jack, on s'en occupe !» cria Carl en tirant sur la bête. Toujours sous le choc, je me suis couché à plat ventre. La créature a rugi lorsque les gardiens l'ont encerclé et attaqué. Ils étaient bien préparés. Ils avaient apporté du gaz lacrymogène, des pistolets électriques et des fléchettes soporifiques. Quelques minutes plus tard, la créature vaincue gisait à leurs pieds, sous l'effet du sédatif. Je me suis relevé péniblement, incapable de réaliser ce miracle. Jennings m'a regardé sérieusement et m'a posé la main sur l'épaule. « Nous avons trouvé ta carte et nous t'avons suivi. » Jennings et les autres se sont approchés prudemment de la créature, à terre pour l'examiner et sécuriser la grotte. Mais soudain, elle s'agita avec colère, résistant encore aux somnifères. En un clin d'œil, elle bondit et projeta Carl contre la paroi de la grotte. Il hurla de douleur, la poitrine déchirée et ensanglantée. Les autres gardiens ont ouvert le feu pour tenter de contenir la bête enragée, mais leurs balles ne faisaient guère que l'exaspérer davantage, tandis qu'elle se débattait dans cet espace confiné. J'ai traîné Carl, assommé, dans un coin sûr, en lui serrant la plaie. Pendant ce temps, la créature,
alimenté par la douleur et la rage, détruisait la grotte autour de nous. « Il faut faire s'effondrer le plafond pour l'enfermer !» ai-je crié à travers les coupes de feu et les rugissements. Jennings a regardé autour de lui et a remarqué une colonne fissurée qui soutenait la lourde voûte. Il a tiré plusieurs coups d'arme de feu précis, affaiblissant encore davantage l'ancien pilier de pierre. « À l'abri !» ordonna-t-il. Nous plongeâmes tous derrière les stalagmites quelques secondes avant que la colonne ne s'effondre dans un fracas assourdissant. D'énormes rochers s'écroulèrent, scellant la moitié de la grotte et ensevelissant partiellement la créature sous leurs poids écrasants. Son rugissement de colère s'éteignit, laissant place à des gémissements. Nous avions enfin neutralisé la menace. Plusieurs semaines ont passé. Physiquement, je me suis presque remis des coupures, des contusions et de l'épuisement de cette semaine passée, perdue dans la nature. Mentalement, je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé et d'essayer de comprendre. Il y a des moments où je me demande si ce n'était pas simplement un cauchemar intense provoqué par le stress et l'isolement. Mais ensuite, je regarde mes cicatrices et je me souviens de cette peur primitive qu'aucun rêve ne peut provoquer. Quelque chose d'ancien et de mortel se cachait là, me traquant. Ces cris résonnent encore dans ma tête lorsque la forêt se tait. Je n'ai raconté toute cette histoire à personne, sauf au gardien Jennings. Il me croit, mais dit que nous devons laisser le passé derrière nous. Un rapport officiel a été rédigé, indiquant que je m'étais perdu et blessé, sans mentionner la créature. Jennings veut éviter le tapage médiatique. J'ai accepté à contre-cœur de garder le silence, mais ce secret me ronge. J'ai été autorisé à reprendre mon service normal après un congé obligatoire pour récupération. Mais je sens la méfiance de mes collègues gardiens après une si longue absence. Ils chuchotent que le stress post-traumatique m'a troublé l'esprit. Seul Jennings me traite comme avant. Le retour à la patrouille des sentiers familiers me rend nerveux. Parfois, je me surprends à scruter les ombres entre les arbres, à la recherche de silhouettes furtives hors de mon champ de vision. Les bruits de soudain me font désormais sursauter, alors que cela ne m'arrivait jamais auparavant. Une partie de moi craint que la créature soit toujours là, hors des sentiers balisés, observant et attendant. Sa présence a laissé une empreinte indélébile sur ce paysage à mes yeux. J'ai envisagé de quitter le service des gardes forestiers, car je ne pourrai peut-être plus jamais me détendre complètement ici après ce que j'ai vécu. Mais la forêt est dans mon sang, et partir reviendrait à renoncer à une partie de moi-même. Avec le temps, je dois me réconcilier avec sa beauté et ses dangers. C'est la seule façon de reprendre le contrôle de ma peur. Jennings veut que je consulte un thérapeute pour surmonter mon traumatisme avec l'aide d'autres professionnels. J'ai refusé jusqu'à présent, mais je comprends son inquiétude. Les cauchemars doivent cesser, un jour, tout comme cette hyper-vigilance. Ce qui s'est passé ne peut pas me définir ni dominer le reste de ma vie. Je sais que l'esprit humain a une capacité remarquable à s'adapter et à guérir, si on lui en laisse le temps. Pour l'instant, je ne me précipite pas, je m'en tiens à des zones de patrouille moins risquées, le temps de retrouver confiance en moi. Cependant, à l'air libre, sans fusil à la main, on se sent toujours vulnérable, mais chaque garde devient un peu plus facile. J'essaie de me concentrer sur les sons apaisants de l'eau qui coule sur les rochers, le bruissement des écureuils dans les buissons et les majestueux dessins formés par le vol des oiseaux. La nature guérit si on la laisse entrer en soi. Dans les années à venir, j'espère partager progressivement mon histoire avec d'autres personnes qui, peut-être, l'écouteront avec un esprit ouvert. Ce n'est qu'en diffusant une compréhension compatissante que nos cultures pourront mûrir pleinement pour vivre en harmonie avec ces lieux sauvages. Il y a ici des secrets anciens qui se dévoilent encore chaque jour. Si vous prêtez attention à ces signes à peine perceptibles,